Le numérique et le digital, c'est au cœur de notre activité. Nous sommes un opérateur télécom et tous les programmes que nous déroulons, à 90%, nous avons des partenaires. Donc, je me tourne vers la GIZ, avec qui on travaille dans le cadre d'un programme de notre Hub Innovation, qui est le Orange Digital Center. On frappe à la porte de Seydina, également avec Force N, tout simplement parce que l'accompagnement, l'acculturation, la montée en compétences dans le numérique est un pilier central pour nous, dans le cadre de notre engagement citoyen. Et donc, on a plusieurs volets sur le domaine de l'éducation et des universités, donc avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les universités, pour mettre en place des formations en intelligence artificielle, en éthique numérique, mais également en égalité des genres dès le secondaire. Les territoires et les collectivités, j'en ai parlé tout à l'heure. On a organisé il y a 2 ans une formation avec les femmes parlementaires. On a prévu d'autres formations avec les élus locaux pour justement les accompagner à cette acculturation-là et à mieux comprendre ce concept d'intelligence artificielle qui aujourd'hui est un peu galvaudé et qu'il faut qu'on accompagne avec énormément de pédagogie. Les institutions de régulation, par exemple la RTP, on en a parlé tout à l'heure, la gouvernance et les normes générées en termes d'IA pour surtout une plus grande participation des femmes dans les processus de consultation. Mais au-delà de ça, au niveau des instances internationales, comme tu le sais, on a le SMSI, le Sommet mondial de la Société de l'information, qui est prévu dans quelques jours à Genève et qui va suivre de AI for Good, donc d'un sommet de très haut niveau. Sonatel sera de la délégation avec le ministère pour pouvoir aller porter le message du Sénégal et revenir sur tout ce que le Sénégal fait en termes de stratégie pour l'intelligence artificielle. On a notre rôle à jouer, on a notre place. Madame l'a dit tout à l'heure, nous représentons l'Afrique, représente plus de 70% de la population, mais aujourd'hui moins de 5% des contenus sur cette révolution qui est en train de changer nos vies vient de nous. Et c'est nous qui en sommes les premiers consommateurs. Donc notre présence au niveau de ces instances, notre pouvoir de décision, d'impact, il faut que nous puissions jouer ce rôle-là, et ça rentre dans le cadre de ces partenariats publics-privés. Donc Sonatel aux côtés du ministère, aux côtés des autres institutions, pour que nous puissions être à la table où se prennent les décisions, parce que foncièrement, c'est là où se prennent les décisions qui après reviennent vers nous pour impacter nos vies. Donc ces PPP-là sont fondamentaux aujourd'hui pour que nous puissions rattraper ce retard qui se creuse, et il faut le dire, de plus en plus, jour en jour, ça va extrêmement vite. À chaque fois que vous vous renseignez, que vous vous informez sur l'intelligence artificielle, il y a des nouveautés et vous vous rendez compte qu'elles nous viennent d'autre part. Donc, il faut qu'on puisse changer le narratif. Changer le narratif, ça veut dire passer de moins en moins de cette position de consommateur à une position d'acteur qui est dans cette révolution de l'intelligence artificielle. Merci. On va essayer. Je tenais à dire ça. Merci Koudé pour la question. Concernant les innovations dans le domaine de la santé et l'intelligence artificielle, c'est vrai, le secteur de la santé fait partie des domaines qui utilisent le plus l'IA en termes d'innovation. Ce n'est pas uniquement au niveau international, mais au Sénégal également. Cela existe. Nous avons, au niveau de la CDP, reçu quelques projets, notamment qui tournent autour de la digitalisation du secteur de la santé, avec l'utilisation ou bien le recours à l'intelligence artificielle. C'est vrai, il y a énormément d'opportunités que l'intelligence artificielle pourrait apporter au secteur de la santé pour améliorer les soins médicaux, pour également, dans une certaine mesure, réduire par exemple les délais d'attente au niveau des structures hospitalières, et pour permettre aussi aux médecins de soigner plus vite, je dirais, les patients en ayant un dossier patient médical qui est accessible, avec aussi l'utilisation de certaines technologies d'intelligence artificielle pour pouvoir prédire certaines maladies. Quand on parle de la santé prédictive, la plupart du temps, c'est des outils IA qui sont utilisés pour prédire certaines maladies ou bien pour prédire même certaines pathologies.
Et avec, par exemple, nous sommes toujours dans la pandémie Covid-19, on a parfois l'impression que la Covid n'existe plus, mais elle est toujours là. Donc l'IA également pourrait être utilisée pour pouvoir prévenir certaines pandémies dans le cadre de la surveillance épidémiologique, par exemple. Donc c'est une technologie qui est là, qui est très utile pour le secteur de la santé, mais qui n'est pas sans risque par rapport donc aux droits, par rapport également aux données personnelles des citoyens ou bien des patients dans la plupart du temps. Donc là, il va falloir trouver en tout cas cet équilibre entre l'innovation et en termes de santé digitale avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi le respect des droits de la personne. Quand on parlait de la liberté de la presse, mais une liberté encadrée, c'est la même chose quand on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la santé. Il faut permettre aux structures, aux startups d'innover, donc de trouver des solutions innovantes pour pouvoir améliorer les soins de santé, mais dans un autre cas aussi, il faudra les accompagner, les encadrer de façon personnalisée pour que ces outils-là ne puissent pas, en quelque sorte, porter atteinte à la vie privée ou bien aux droits des personnes. Et il y a également un autre élément qui est important, c'est même des recommandations au niveau international dans certaines organisations auxquelles le Sénégal est membre. Je parle de la Convention 108 sur la protection des données personnelles, qui aujourd'hui, effectivement, encourage l'utilisation de ces technologies émergentes pour le secteur de la santé, mais que ces innovations-là puissent être accompagnées, en tout cas, de ce qu'on appelle des analyses d'impact, des analyses des risques, pour pouvoir, en quelque sorte, mesurer le niveau de risque ou bien le degré de risque que cela pourrait présenter pour les personnes, afin de pouvoir également améliorer son utilisation dans le secteur de la santé. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, je passe à Madame Katharina. Donc, Katharina, sur la question de la régulation, comment voit nationale pour accompagner des pays comme le Sénégal dans la mise en place de cadres juridiques adaptés à l'IA sans freiner l'innovation locale? Merci beaucoup. Ça fait plaisir de répondre à la question. Je vois mon collègue, Matar Sall en premier rang, qui va bien faire attention à ce que je dis. En fait, beaucoup a déjà été dit. J'ai bien aimé le mot de cet équilibre. La régulation, parfois, elle est considérée comme un empêchement de l'innovation, mais une bonne régulation peut être le contraire. Hier, on a vu la présentation de mon collègue Abibou Bako, de Search for Common Ground, qui a montré, je ne sais pas si vous vous rappelez, un slide qui a montré comment, certaines régulations ont fait un impact sur la limitation des discours de la haine, ainsi de suite, sur des réseaux sociaux, parce que ça les oblige après aussi de trouver d'autres solutions. Et c'est là où c'est important. C'est important que ça n'étouffe pas, mais à la fois aussi que ça permet la protection de la population. Donc en bref, l'approche que nous on fait à la coopération internationale. Déjà, on appuie de MCTN dans le cadre de ce projet, pris contact avec d'autres pays dans lesquels la GIZ a appuyé, par exemple, la création de certains observatoires contre la désinformation, l'appui à la régulation. C'est des pays comme le Moldavie, des pays des Balkans, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose que nous, on peut toujours faire, cette mise en relation, cet apprentissage entre des pays différents pour voir, quels sont des bons exemples et pour pouvoir permettre à qu'ils soient adaptés au contexte, local. Une autre chose ici, au Sénégal, on est, je pense, en pleine transformation, un grand changement au niveau du régulateur, des données, audiovisuelles. Donc ça, c'est un grand défi et c'est aussi une très bonne occasion de vraiment pouvoir bien le faire. Une chose qui nous on tient à cœur, c'est par exemple d'approcher d'appuyer des telles transformations à travers des approches inclusives et parfois expérimentales, en associant des structures différentes, toujours avec une approche multi-acteurs et vraiment d'expérimenter, de voir, de tester des innovations qui peuvent prendre place et aussi d'essayer de prévoir un peu les effets qu'ils peuvent avoir. Donc je pense que ce qui est important c'est cette inclusivité.
cette balance de l'équilibre pour que les plateformes en fait puissent prendre les responsabilités et cet échange entre les régions, les pays et l'appui institutionnel. Je termine peut-être en fait par un dernier mot. En fait, hier, ma collègue Mamiassine Fall était sur un panel en fait sur l'éducation et la sensibilisation, et je pense que les deux sont fortement en fait liés. Parfois, on voit que très vite on parle de l'éducation et de la sensibilisation, mais on fait dans la même façon dans laquelle on souhaite devenir acteur. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, il ne faut pas seulement aussi penser à éduquer des personnes, mais aussi en fait à pousser les plateformes à prendre les responsabilités vis-à-vis d'une régulation en fait adaptée qui après protège en fait la population ici pour qu'elle puisse participer pleinement en tant qu'acteur et pas seulement en tant que personne enseignée. Merci beaucoup, Madame Lobec. Madame Jacqueline Ndiaye, quel mécanisme envisagez-vous ou recommandez-vous pour tracer, reconnaître et rémunérer les créateurs sénégalais lorsque leurs œuvres sont utilisées ou remixées par des systèmes d'IA? Très bonne question. Je pense qu'avant d'en venir au mécanisme, il y a des prérequis. Vous savez, en Angleterre, par exemple, le DAX, c'est une société qui est une société de droit d'auteur qui gère en fait tout ce qui est art visuel. Ils sont partis d'une enquête et je pense qu'on devrait vraiment promouvoir ça au niveau national. Nous ne sommes pas trop enquête. Il faudrait qu'on fasse des sondages et des enquêtes pour au moins apprécier l'étendue de l'utilisation de l'IA. Donc pour revenir donc à cette étude-là, les résultats sont les suivants. 74% des artistes craignent que leur travail soit utilisé pour entraîner des modèles d'IA. 95% des artistes estiment qu'il faudrait les consulter avant que leur travail ne soit utilisé pour entraîner des modèles d'IA. 93% des répondants estiment qu'ils devraient être crédités lorsque leur travail est utilisé pour entraîner des modèles d'IA. 94% des répondants donc estiment qu'ils devraient être rémunérés lorsque leur travail est utilisé pour entraîner des modèles d'IA. 96% des répondants n'ont reçu aucune formation formelle en IA. Donc, avant de parler de mécanismes, donc ces prérequis, ce sont ceux-là. Faisons des sondages, faisons des enquêtes pour au moins apprécier l'étendue de l'utilisation de l'IA. Formons nos artistes, nos auteurs, pour qu'ils puissent également savoir les risques encourus. Et au-delà de ça, la SODAV n'a peut-être pas la prétention de pouvoir trouver une solution aujourd'hui, mais nous y réfléchissons depuis un bon moment. C'est quoi? Quels seraient les mécanismes envisageables? Par exemple, aller vers des systèmes d'IA, en fait, pourquoi pas? En fait, pour moi, l'IA, c'est aussi bien un défi qu'une opportunité. Pourquoi ne pas utiliser l'IA pour détecter, tracer, tout ce qui est en termes de traçabilité, que nous puissions savoir quelles sont les œuvres qui ont été utilisées, et travailler donc avec des développeurs pour que nous puissions, nous, en tout cas, en tirer profit au niveau des sociétés de gestion collective. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est après d'aller vers des licences, parce qu'il y a des pays qui l'envisagent déjà, des licences pour favoriser, en fait, et favoriser aussi la délivrance de labels et de certificats. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on a des structures qui utilisent l'IA et qui sont vraiment respectueuses des droits d'auteur et des droits voisins, qu'on puisse leur délivrer des labels et des certifications. Voilà les quelques mécanismes sur lesquels nous devons travailler, mais comme je le dis, nous ne pouvons le faire qu'en travaillant de manière inclusive. Il y a des développeurs qui sont là, ils sont très tech, ils pourront nous aider, ils pourront nous accompagner. Par ailleurs, l'IFRO, c'est la fédération donc, qui gère tous les organismes qui sont dans la reproduction des œuvres. L'IFRO nous a proposé de travailler avec une autre fédération qui a déjà des systèmes de détection. Donc après, ce sera de voir dans quelle mesure et voilà, quelles sont les exigences. Mais c'est des outils qui sont déjà disponibles. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Merci. Merci beaucoup. En faisant des formations en zone rurale, avec les femmes, on a fait des villages à Diourbel, on a été à Saint-Louis, on se rend compte qu'elles ont énormément d'idées. Elles sont très créatives et sont elles-mêmes force de proposition. C'est-à-dire que, de par leur vécu, de par leur quotidien,
elles ont des propositions concrètes à faire pour les aider à améliorer leur quotidien. Je ne suis pas sûre qu'elles soient entendues. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on ait un dispositif qui nous permette, à grande échelle, hein, parce que nous, FESTIC, c'est vraiment assez restreint, on fait avec les moyens de bord. À grande échelle, je pense que ces dispositifs d'écoute-là doivent exister au niveau des autorités. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle des dialogues parties prenantes, où on irait à leur rencontre, les écouter, et sur cette base, développer des solutions. On en a parlé tout à l'heure, le contenu reste encore trop marginal aujourd'hui de manière générale. Alors, lorsqu'on prend le contenu adapté aux femmes rurales, je pense qu'on a des chiffres de 0,00000 si on arrive à trouver des plateformes. Ouais. Donc, comment avoir une démarche de dialogue partie prenante et je répète, pour moi, c'est une démarche qui doit venir des autorités. Dans le cadre de la stratégie, on a le New Deal technologique. Lorsqu'on a parcouru le New Deal technologique, on a vu que le volet genre était très minime. Et donc, nous-mêmes, FESTIC, on a fait une proposition, on a fait un mémorandum qu'on a soumis au ministère pour dire aujourd'hui, voilà les axes sur lesquels nous pensons qu'il est important en termes de genre et de réduction de la fracture numérique que nous travaillons dans le cadre du New Deal. Donc nous sommes totalement disposés à accompagner les autorités pour réfléchir de manière globale à cette question du numérique et du digital, mais également comment intégrer les femmes qui représentent plus de la moitié de la population, avec une grande majorité en zone rurale, qu'elles puissent être embarquées. Donc un dialogue partie prenante, une écoute qui va remonter dans ces instants de décision-là pour que ça puisse leur être utile. Merci. Merci beaucoup, Solange. Merci, Koudi, pour la question. D'abord, de façon générale, pas les données sensibles, parce que les données sensibles, c'est assez particulier. Mais pour les données, on est dans un cas où on dit que l'Afrique est sous-représentée par rapport aux différents systèmes. C'est parce qu'il faut savoir que quand on parle d'IA générative, la plupart des IA génératives qui existent viennent dehors de l'Afrique. Donc l'Afrique ne fait pas partie des producteurs en fait. Et donc, mais par contre, on sait qu'on utilise beaucoup de données pour apprendre ces modèles-là et que les données qui sont actuellement utilisées viennent plutôt de l'Occident ou de l'Asie ou autre, mais hors de l'Afrique. Et on a ce besoin, je ne sais pas comment, de nous protéger tout le temps. Donc on parle plutôt de protection plutôt que de valorisation, tout le temps. Quand on parle des données, à chaque fois on dit protection, protection, et non pas valorisation. Alors qu'on devrait avoir ce changement de paradigme, parler plutôt de valorisation. Et dans le processus de valorisation, on va faire de la protection. Et ça change en fait notre façon de voir les choses et ça va nous permettre d'être beaucoup plus actifs dans la création de ces modèles et de proposer en fait notre patrimoine qui est très très riche pour ces modèles-là. Voilà. Et maintenant, il faut voir dans quelles conditions, dans quel cadre, mais plutôt changer de paradigme et être plutôt producteur plutôt que de dire on se protège parce que si on le fait, les modèles seront toujours biaisés, on ne sera pas là tant qu'on n'aura pas comblé ce gap-là et d'être producteur de ces modèles-là avec nos propres données. Donc, collaborons et essayons de voir dans quel cadre est-ce qu'il faudrait faire cette collaboration-là, mais parlons plutôt de promotion, de développement de ces données-là, de valorisation, plutôt que de protection uniquement. Très bien. Mais pour les données sensibles, là, c'est autre chose. Et donc, pour pouvoir gérer cela, il nous faut passer maintenant à la production de modèles. Parce que ces données sensibles-là, on ne les partagera pas. Et donc, pour pouvoir les valoriser, il nous faut être producteur des modèles qui utilisent ces données sensibles, tout simplement. Oui, absolument. Merci. Voilà, je viens de voir en fait le titre nouveau. C'est ce qui nous réunit ou qui nous a réunis depuis 3 jours déjà. Cette question de l'intégrité de l'information.
Donc, je vais essayer de résumer en bref. En fait, surtout, c'est ce qu'on fait dans le cadre du projet, en fait, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, on fait tout ce que nous on fait vient des demandes en fait de nos partenaires. Donc ici, on fait sur le MCTN, on fait en Côte d'Ivoire où le projet est également actif sur le ministère de la Communication. Donc c'est en coopération et en partenariat qu'on développe des actions. Et s'il y a des demandes en fait, par rapport à un certain appui, en fait, c'est là où après on commence la conversation. Je pense que c'est important de le dire, en fait, parce que peut-être que ça n'a pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'on agit comme ça. Donc ici, on fait avec le MCTN, on est ensemble en fait, sur plusieurs pistes. Déjà au niveau institutionnel, j'ai un peu en fait, déjà parlé en fait, des questions de régulation en fait, qu'on souhaite appuyer. Je pense que le directeur en fait, de la communication il a mentionné à plusieurs reprises en fait, un projet d'incubation sur lequel on va bientôt en fait, démarrer de travailler. Et là, ça parle en fait, de l'institutionnel au niveau en fait, de l'écosystème des jeunes reporters, en fait, des acteurs de l'écosystème médiatique pour encourager en fait, la création de petites entreprises, en fait, de développer des idées pour que ces idées en fait, deviennent des véritables en fait, entreprises pour qu'un jeune reporter aujourd'hui sache et puisse en fait, développer en fait, quelque chose avec lequel on fait gagner sa vie. Au niveau en fait, du ministère même, en fait, on appuie des échanges avec des acteurs d'autres pays et aussi l'échange entre des acteurs en fait, au pays même. Par exemple, en préparation de la conférence en fait, régionale sur l'intégrité de l'information à l'UNESCO, pour ensemble développer en fait, des cadres régionaux, de lutter ensemble contre ce phénomène, ce défi en fait, qui est la désinformation aujourd'hui. Et peut-être on fait une dernière chose à évoquer qui me semble pertinente, c'est qu'on appuie en fait, au maximum des entreprises médiatiques. Je viens à Jacqueline Ndiaye. D'un point de vue juridique, pensez-vous que notre arsenal actuel est suffisant pour protéger les ayants droit face aux défis posés par les IA génératives, ou faudrait-il initier une réforme spécifique de la législation sur le droit d'auteur? Merci. Comme vous pouvez le constater, notre loi, en tout cas sur le droit d'auteur et les droits voisins, je tiens à le préciser d'ailleurs, ne mentionne même pas le terme numérique, vous ne le trouverez pas dans cette loi. Et donc, il y a des travaux qui ont été par contre entamés par rapport à la révision de cette loi. Et en travaillant avec l'expert qui a été commis, nous lui avons dit qu'il fallait qu'il prenne en compte tout ce qui est numérique, mais également la question de l'IA. Donc, pour que nous puissions garantir le respect donc, des droits, il nous faut revoir le cadre juridique. Et je pense que ça ne se limite pas seulement au niveau du Sénégal, ça devrait être au-delà. Autant nous l'avons fait au niveau de l'espace UMOA, nous avons travaillé sur une directive pour la rémunération copie privée. Je pense qu'on devrait en faire de même pour adapter nos lois par rapport à cette nouvelle technologie. Mais c'est aussi prévoir dans ces lois-là ou dans ces textes-là des sanctions par rapport à ceux qui ne respecteraient pas donc, les dispositions législatives. Donc j'avertis un petit peu, je fais un petit clin d'œil aux plateformes. Sachez qu'au moment où nous allons rédiger aussi ces textes-là, il sera important que chacun sache les responsabilités en fait, qui les attendent. Voilà en quelques mots, puisque ça doit être très court, ce que je voulais dire par rapport à ça. Et encourager également l'approche régionale, et je dirais même sous-régionale, puisque nous sommes déjà lancés avec la déclaration commune. C'était l'année dernière, 2024, ça passe vite. Aujourd'hui, on est en 2025. Il faut qu'on aille vers des actions concrètes. Voilà, merci beaucoup. Merci Jacqueline. Et selon vous, serait nécessaire pour mieux encadrer l'IA, notamment en matière de transparence algorithmique, d'équité des traitements et de lutte contre le biais? Merci Koudi pour la question. Là, il s'agit d'adaptation du cadre juridique sénégalais de la loi sur la protection des données personnelles pour prendre en compte justement les évolutions induites par l'intelligence artificielle. Juste à titre d'information, qu'il existe un projet de loi qui a passé pas mal de circuits, donc une nouvelle loi sur la protection des données personnelles. Les technologies émergentes, y compris l'IA. Mais je pense que
en ce moment-là, on ne peut pas parler d'une régulation spécifique. Il faudra qu'on essaie de voir les approches qu'on doit avoir, parce que l'IA est un domaine qui est convergent, qui nécessite l'intervention de pas mal de régulateurs, que ce soit au Sénégal, la CDP, voilà, les régulateurs sectoriels, on a parlé tout à l'heure de la SODAV, de la RTP, etc. Je pense du ministère également. Donc il faut voir quelle approche avoir pour justement mettre en place un dispositif de régulation par une démarche de co-régulation. C'est des modèles qui ont été testés. Par exemple, je prends l'exemple entre la RTP et la CDP. Nous avons testé quelques modèles de co-régulation dans certains secteurs d'activité. Et puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'IA est un domaine qui est convergent, je pense qu'on devons aller vers ce modèle de co-régulation pour que chacun puisse justement adresser les problématiques que l'IA pose dans son domaine. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. Demander l'indépendance à son maître en 1960. Parce que dans les musiques, on entendait indépendance tcha-tcha. Et le singe, lui aussi, voulait avoir son indépendance. Et le maître lui a dit, OK, je te donne l'indépendance. Il l'a préparé, il l'a mis dans son véhicule et l'a amené au beau milieu d'une clairière, l'a fait descendre. Il a dit, voilà, prends ton indépendance. Il a ouvert la malle arrière et il y avait derrière 3 gros chiens. Et il n'y avait pas un arbre 10 km alentour. Alors il est remonté dans son véhicule, il est arrivé chez lui, il a trouvé le singe dans la maison en train de lui préparer du thé. Il a dit, comment est-ce que tu as fait pour arriver avant moi? Il a dit, c'est une question de survie. Il dit, pourquoi tu n'as pas pris l'indépendance? Il dit, mais je pense que donner la parole à Massa Begay après Moussa Sen Absa, je vais vivre l'expérience du singe. Mais j'essaierai de ne pas être ridicule. Merci mon frère, parce que Moussa Sen, aujourd'hui, si je parcours le monde, a formé les meilleurs producteurs en cinéma, si je parcours le monde, a formé les meilleurs scénaristes qui sont césarisés, oscarisés, je le dois à Moussa Sen, qui leur a dit un jour, puisque vous voulez réinventer l'écriture cinématographique, je vais vous mettre en rapport avec un frère qui, lui, ne parle que du storytelling africain. Donc, merci de m'enrichir, au-delà de me permettre de parcourir le monde, je gagne bien ma vie, c'est que tu n'es pas encore au courant. Aujourd'hui, tu l'apprends, parce que Khalis sénégalais, bu ñëwé ak bam ñëwé lu tut lu sama xaalis bi ñëwé té nga jekk ba caag rek dégg sama xaalis bi de bam ñëwé ay Moussa xaalis bi ñëwoon na waaye bam ñëwé. Donc merci beaucoup. Je suis très honoré d'être là. Je ne vais pas être très long parce que je n'ai pas le droit de me tenir debout alors que Babacar Mbaye Ndak est assis. C'est mon aîné, c'est mon maître absolu dans l'art du conte. C'est lui qui m'a pris par la main un jour pour me dire, tu n'es pas de ceux qui doivent regarder, tu es de ceux qui ont l'obligation de dire. Donc Babacar, je te demande l'autorisation de prendre la parole. Merci beaucoup. J'ai un grand problème parce que je suis entre mon fils et mon fils. Voilà, Abibou, nous avons choisi d'être enseignants parce que nous étions toujours convaincus qu'il y avait des gens comme toi, capables d'être disciplinés, d'apprendre et capables de devenir des leaders. Aujourd'hui, en tant que professeur qui t'a eu au lycée des Parcelles Assainies, ma grande fierté, ce n'est pas d'être debout, d'avoir droit à la parole. Ma grande fierté, c'est de voir ce que tu as organisé, de voir que l'élève a dépassé le maître. Je suis très honoré en tant qu'enseignant d'être là. Je voudrais remercier M. le ministre de la Communication qui, sans me connaître, a pris son téléphone et m'a appelé pour me demander de venir, mais je lui ai dit, Abibou rek bu woote woon mu doy, bon lui il ne m'invite pas, il me convoque dans les fils perturbateurs. Donc je voudrais remercier le ministre qui est tellement courageux, très courageux, parce que ku sant Seck nga jël ko di ko def ay directeur de cabinet, ça il faut un courage sociologique. Bon, mais comme waa Thiénaba ñu ngi toog, je ne peux pas, même monsieur le directeur de cabinet, merci. Vous êtes la preuve que les Séquiens ne sont pas intelligents parce qu'il y en a un qui a réussi. Donc. Et en mathématiques, on dit que c'est l'exception qui confirme la règle. Donc,
Voilà, j'ai appris aussi que le CORED était en polygamie administrative et qu'elle avait déjà 2 jambes, une jambe au ministère, une jambe au CORED. Ça, c'est le secrétaire général du SYNPICS, Imam, on verra ça, on en parlera. Je prends la parole juste pour 3 raisons. La première, c'est que je dois ma visibilité non à mon métier d'enseignant, mais à mon métier de conteur, qui m'a amené à la télévision en 1998. Mais c'est l'enseignant qui était allé à la télé. C'est l'enseignant qui a amené ses élèves pour leur dire, vous avez aussi le droit de sortir à la télé, même si vous êtes de la banlieue. Et ce sont ces élèves-là qui m'ont rendu visible. Je dis souvent, tout le monde veut être une lampe, mais moi, je préfère être l'interrupteur qui active la lampe. Et quand je suis arrivé à la RTS, je suis arrivé parce que les enfants avaient un espace, parce qu'on avait la télé étalon, parce que tous les samedis matins, Babacar et moi, nous quittions nos classes pour venir dire des contes à la télévision sénégalaise. Mais il y avait des gens qui y croyaient. Il y avait Momodou Bal, il y avait le défunt Djibril Ouad. Il y avait ces gens qui, samedi matin, venaient parce qu'ils étaient convaincus que les enfants avaient le droit au bonheur le samedi matin. Aujourd'hui, lesquels d'entre nous peuvent le matin, les jours de la semaine ou l'après-midi, pointer dans les programmes de télévision un espace dédié à leurs enfants. On ne peut pas confier notre imaginaire de nos enfants aux autres et vouloir que nos enfants nous entendent avec leurs oreilles. Wala daf ne bopp bu naree barkeel nopp yi saxe ci dégg noppi gone yi li ñuy dégg jógewul ci suñu xol jógewul ci suñu xel. Quand nous rêvons, nos personnages parlent quelle langue? Quand nous avons peur et que nous sommes surpris, nous parlons quelle langue? Nos télévisions ne nous ressemblent plus. Nos radios ne nous ressemblent plus. Et je le dis parce que, toute modestie à part, ça fait 15 ou 20 ans que je parcours aussi le monde à mettre en place des émissions de radio pour des chaînes de télévision et des radios occidentales. Vous trouvez ça normal? Que je parcours le monde à monter des émissions pour des télévisions et des radios occidentales sur le contenu africain. Je ne me souviens pas qu'une télévision, qu'une radio de la place m'ait demandé cela. Peut-être Radio Sénégal International où depuis 25 ans, j'ai une émission qui s'appelle Contes et légendes. 25 ans. Mais peut-être que l'émission sera arrêtée la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que je l'évoque? Ces concertations-là ne sont pas pour nous. Nous ne nous concertons pas pour nous. Nous nous concertons parce que ce pays n'est pas notre bien. Ce pays est un legs. Et ce legs nous a été prêté par nos petits-enfants. Et nous devons leur rendre ce pays meilleur que nos ancêtres nous ont donné ce pays. Nous sommes obligés de vous accompagner. C'est la première fois que je vois chez le ministre coordonnateur de la communication de la présidence de la République, cher Sadibou, mais tous les jours on se parle. Et c'est lui qui a déclenché la relation. C'est ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que on se concerte. Mais beaucoup de gens se bop. Quel du se bop? Chor, mon cher frère, hélas, il faut nous faire ce bop.
lenn rek laa bëgg ngeen wax ma ko monsieur le ministre nga traduire ko ci français boo demee ak wolof ak pël ak joola. wolof daf ne ku moom lépp loo xàjj yaa ñàkk nga ko. wolof daf ne ku moom lépp loo xàjj ñàkk nga ko. gerte gi boo moomee nag yëpp nag woo ci génnee ñàkk nga ko. rassembler que personne ne vous divise et ne vous fasse diviser votre famille. rassembler ku ñëw ak ku ñëwut wuuti leen ko ñi ñëwut bu ngeen paree woo leen ngeen wax ak ñoom ba xam lu tax ñëwuñu. ku boot bukki xaj baw la ngeen ne nangoo muñ seen njaboot gi bu leen ko kenn tasloo. lu baax na ku koy def di nga am ay jafe-jafe. Je voudrais juste terminer en tant que conteur en vous disant ceci. Un vieux, 3 jours avant sa mort, a appelé ses 3 enfants et leur a dit rentrez dans la case de gauche. Ils sont rentrés un à un, il a dit brisez tout ce que vous allez trouver là-bas. En 3 secondes, l'aîné était sorti, le puiné et le benjamin. Taw bi génn, tofo mi génn, caat bi génn. Kenn taxawu fa. Il leur dit ensemble rentrez dans la case de droite. La ngeen fa fekk ngeen damm ko. Brisez ce que vous allez y trouver. Ñoom ñett ensemble, ils sont rentrés dans la case de droite. Ils sont restés là-bas 3 semaines. Au bout de 3 semaines, ñu génnaat, ils sont ressortis. Ils ont dit à leur papa échec. Nous n'avons pas pu briser ce que nous avons trouvé ici. Et Kanouté le vieux les a regardés et leur a dit qu'est-ce que vous avez trouvé ici et que vous n'avez pas trouvé là? Et là, mon cher Tcham, l'aîné lui a dit on a trouvé ici des tiges de mil, on a trouvé aussi ici des tiges de mil. Il dit comment est-ce que vous avez pu briser les tiges de mil qui étaient là? Comment est-ce que vous avez échoué à droite? Mon capitaine, l'aîné lui a dit parce que les tiges de mil qui étaient là à droite étaient attachées en fagot et celles qui étaient là étaient divisées. Si vous, le monde de la communication, vous vous divisez, si vous continuez à créer des problèmes, le ministère, le Premier ministre et le Président ne mettront pas de l'argent sur ce secteur parce que Ken nous dit qu'on ne sème pas sur des braises. Parlez-vous et parlez-vous et calmez le secteur. Calmez le secteur. Calmez le secteur. Même ma mère m'avait dit si celui qui parle n'est pas fatigué, qu'il ait au moins pitié des oreilles qui l'écoutent. mbokk yi mbooloo mi waaye mbokk yi ma gënal mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ci turu kilifa bi ñu boole njabootee ñun ñëpp muy son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye di rafetlu daje bu am solo bi ngeen daje ak waxtaan yu am solo yi ngeen fi waxtaan ak kàddu yu rafet yi fi jib suñu xol tooy na sànq bi professeur Massamba jëlee kàddu ak waaye Moussa Sène sax ngir ñoom fàttali nañu li am solo li nga xam ne war nañoo góorgóorlu ba sàmm ko nga xam ne loolu mooy Sénégal loolu mooy waxtaan pencu di sottante xalaat di ko def di bañ a xaar jafe-jafe am rek ñu di ko def waaye di ko def ci temps de paix comme monsieur le président de la République bu ko santaane moom nag loolu moom moo ñu si jiitu ñu ndax gis ngeen ni approche boobu bokk na ci pilier yi nga xam ni moom moo pilier wu gouvernance bi mu andi maanaam li nga xam ne ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ñu di ko waxtaanee professeur Massamba sànq bi ngay wax dama fàttaliku sama tànk dafa foxajoon dama bëggoon football xam nga ñi ci gënoon a nul nag ñoo daan foxaj yàlla nattu ma foxaj ñu yóbbu ma sama benn papa HLM 1 bu tudd Cheikh Diouf yal na ko yàlla fay keroog yàlla sedd na ne sama tànk bi ba mu ko wañaaree yóoxu ba ma yóoxu
waa ñaari tali dégg nañ ko waaye yuuxu ba ndeysaan da koo def ko kii ba tànk ba jubba mu taf ma ci dënnam xam nga kooku jubluwul woon ngir gaañ ma dafa mel ni dañoo toll jamono joo xam ne loolu daf ñoo xaw a dal ñun ñëpp yàlla nattoo nañu yi fi xew fi yàlla nattoo na ko yeneen dëkk ci àdduna bi ñoo xam ne gënuñu leen alhamdulilah yàlla seetaan nañu taxawu nañu ba ñu génn ci waaye yu mel noonu boo ci génnee laaj na nga defaraat nga jubbanti muy baat bu xam bu cher au président de la république au premier ministre Ousmane Sonko ñu nekk ci loolu du ñàkk jubbanti boobu léeg-léeg am ku mu xaw a gaañ ba mu war a yuuxu waaye du caageen jubbanti ba sabab bi lor la wala gaañ fay mel ni loolu mën naa am waaye li ci am solo ñu jiital yërmande sunu biir ñu jiital rafet njort rafetante njort sunu biir ndax ñaaw njort gi mel na ni mu ngi bëgg a bëri mi ngi bëgg a bëri et surtout ñaaw njort ci ñi nga tànn bu ñaaw njort commencé dëggu rek liggéey bi mën naa jafe kon de sama yëg-yëgu bopp kii nag sama yëg-yëgu bopp la mooy ni war nañoo góorgóorlu ci rafetante njort muy ci presse bi muy ci yeneen secteur te xam ni nangul sénégalais bu nekk ni yéene bi nga am ak bëgg-bëgg bi nga am ci réew mi moom la am ba tax na bu ñu rafetantee njort sunu biir bu ñu waxtaanee comme ni ngeen ko defee ci ñetti jours yi lu bari mën naa defaru li ma ci jàngat bu jàngatu taalibe bi ma toogoon di déglu ay maître am di wax mooy ñu jéem a fàtte sunu bopp tuuti te ñu bàyyi xel sunu njaboot yi ak xale yu ndaw yi topp sunu ginnaaw ku ma xam na ni du ma wax lu ma xamul du ma seedeel kenn lu ma xamul waaye président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye fàtte na boppam alhamdulilah dañ koy côtoyer au quotidien et li ñu leen baal maa ngi jéggalu bu baax a baax dañ koy jaxasoog moom ñu gis nit koo xam ni yéeneem ci Sénégalais yi ñépp nag ñi ànd ak moom ñi àndul ak moom góor jigéen ñi mu bokk ak diine ñi mu bokkul ak diine foo ko natt weesu na foofu te moom lañ koy seeteel yéene boobu la am ci acteur de la presse yi moom la am ci yeneen secteur yépp et moo tax ma wax sànq waxu nañ rafetante njort sunu biir yéene boobu moo tax mu santaane concertation yi moo tax mu ne waxtaan leen nañu waxtaan bu ñu waxtaanee li ngeen tënk d'accord ci nañ ko jël ñu trouver ay solution ñu avancer te rek sama yaakaar mooy ni loolu mooy li am solo tey ndax Sénégal tey foofu la toll nañ ñu rafet njort nañu rafetal kàddu gi kàddu yi ñaaw na te yéen les acteurs de la presse yéen a war a njëkk a bañ loolu yéen a ko war a njëkk a bañ ak difficulté lu mu am jafe-jafe lu mu am nañu bañ Sénégal yàlla da ko setal der bu set la waaye léeg-léeg sàggan dinañu dal ba ci sunuy kàddu ci difficulté bu ñëwee rek wax yi day ëpp léeg-léeg day ëpp te léeg-léeg dinañ tilimal der boo xam ne yàlla setal na ko muy deru Sénégal te duñ ko def kenn sunu bopp dong lañ koy def
donc ngeen baal ma lii dafa doon loo xam ne daf ma ñor te daf ma touché personnellement moo tax mu egg ma foofu mais may rappeler revenir vers l'essentiel mooy yóbbante kilifa gi yóbbante bi mooy nañ dolli waxtaan nañ dolli booloo nañ dolli pencoo bu ñu ko defee rek difficulté yi lu mu tar danañ ko danañ ci mën a trouver solution danañ ko mën a weesu waaw donc yóbbante boobu moom laa doon andi du lu ma waajal nag lu wat tombé sama kaw léegi la moo tax mën naa ma waxee xol ndax préparé wu ma ko waaye nag loolu daal moom laa amoon lu may jottali di sàkku ñaan ci ñëpp nag di ñaax ñëpp ñu ànd booloo liggéey jafe-jafe du ñàkk ndax jamono àddunaa ni toll bu ñu xoolee yeneen réew yi rek ñu xam ne du ñun kese àddunaa ni toll waaye mën na am bu ñu boole góorgóorlu jàppalante waxtaan mën naa am jafe-jafe yi dinañ ko kii ñu ngi gërëm acteur de la presse yëpp président de la république defoo ma kañ waaye moom xam na lan mooy dayooy presse moom xam na ko premier ministre Ousmane Sonko tam xam na lan mooy dayooy presse te ñu respecté presse te ñu jox presse cër ak ñu am yéene bu kawe ci presse donc looloo tax ñoom ñu santu ministère bi ñu organiser loo lii nii ngir jàmbat yi ñu ngi koy dégg mettit yi ñu ngi koy dégg et saafara dong ñoom lañ ci am yéene donc defe naa seen waxtaan bii tey ay saafara dina ci juddoo maa ngi ñaan yàlla sunu borom mu jàppale ñu ba jafe-jafe yëpp am saafara ba ñu mën a avancer mu doon njëriñ ci ñun ñëpp di doon njëriñu Sénégal yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah. Je commence d'abord par confirmer ma consoeur du CORED en ce qui concerne la formation, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, en parlant de validation des acquis de l'expérience. Elle a parfaitement raison. Quand vous prenez le code de la presse, il y a une définition du journaliste à l'article 4. Et si vous lisez l'article 4, le journaliste est défini comme celui qui sort d'une école de formation en journalisme reconnu par l'État et dont l'activité principale rétribuée consiste en la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Ça, c'est le premier alinéa. Le deuxième alinéa dit que si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, il faut avoir la licence dans n'importe quelle catégorie, licence en philosophie, en mathématiques, en lettres modernes, quelle que soit la licence. Vous entrez dans une rédaction régulière, on vous forme pendant 2 ans, vous venez au niveau de la commission et la commission se transforme en commission de validation des acquis de l'expérience et vous pouvez être journaliste, avoir une carte nationale de presse. Mais il s'est trouvé en 2017, lorsqu'on votait la loi, il y avait déjà des gens qui étaient dans les rédactions et qui ne répondaient pas aux 2 critères, qui n'étaient pas sortis d'école de formation, qui n'avaient pas la licence et qui étaient déjà dans les rédactions. Avec la règle de la non-rétroactivité de la loi, ces gens-là, on devait impérativement nous sauver les lettres. C'est pourquoi il y a une disposition transitoire à l'article 228 qui prenait en compte ces gens-là en disant que si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, si vous n'avez pas la licence, il faut capitaliser 10 ans d'expérience pour pouvoir passer devant la commission de validation des expériences. Et cette disposition transitoire-là, c'était pour une durée de 10 ans. Donc de 2017 à 2027. Ce qui veut dire, pour confirmer ma consoeur, en 2027, pour être journaliste au Sénégal, il faut impérativement sortir d'une école de formation en journalisme ou bien avoir la licence, intégrer une rédaction pendant 2 ans et passer par la commission de validation des acquis de l'expérience. La commission ne validera en ce moment-là que les gens qui sont titulaires de licence et qui ont capitalisé 2 ans d'expérience. Donc c'était pour confirmer ma consoeur. Je devais me féliciter de la rencontre que nous avons eue ces 3 jours-là. Je le dis, pendant ces 3 jours-là, nous avons parlé vrai. Nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons proposé et nous avons parlé. Nous avons évoqué énormément de sujets. Et le diagnostic est clair. Je pense que les gens qui ont fait la restitution, ils sont revenus là-dessus.
Le diagnostic est très clair. L'éthique journalistique vacille sous la pression du temps réel, du sensationnalisme et de la quête effrénée de profit. Des acteurs non régulés, on a parlé de chroniqueurs, occupent de plus en plus l'espace médiatique au détriment de la rigueur et de la responsabilité. La situation économique de nos entreprises de presse est préoccupante, on l'a dit tout à l'heure. Et le cadre juridique, bien qu'existant, est mal appliqué ou mal approprié. Mais heureusement, plutôt que de nous y résigner, nous avons choisi de relever la tête, de nommer les problèmes et d'envisager des solutions. Oui, il existe un cadre. Le Code de la presse en est la preuve vivante. C'est le fruit de plusieurs années de concertation et de consensus. Ce code n'est pas un problème, c'est une solution, car c'est une base de travail que nous pouvons améliorer et que nous devons améliorer. Parce qu'il y a des dispositions qui sont devenues obsolètes et il y a également des phénomènes nouveaux qu'il faut impérativement intégrer. Donc la question n'est pas de supprimer le code de la presse, la question est d'améliorer le code de la presse. Parce qu'ici au Sénégal, nous avons des codes qui existent depuis 1965. Je veux parler du code pénal, du code de procédure pénale. Et à chaque fois, ce sont des codes qui sont améliorés pour les réadapter aux nouvelles réalités du moment. Et je pense que le code de la presse également doit répondre à cela. Nous avons évoqué énormément de sujets. Mais pour solutionner ces sujets-là également, il va falloir qu'on puisse se dire des vérités et qu'on puisse savoir également que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Les patrons de presse font leur part de responsabilité. Nous, acteurs de la presse, nous avons une part de responsabilité. Et je pense également que l'État a sa part de responsabilité. Les patrons de presse, ils ont l'obligation d'avoir un modèle économique viable. Ils ont l'obligation de recruter du personnel de qualité. Ils ont l'obligation de former leurs agents. Ils ont l'obligation également de payer des salaires décents. Ça, c'est leur responsabilité. Nous, professionnels des médias, nous avons l'obligation de connaître notre métier. Nous avons l'obligation de savoir ce que c'est que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Nous avons l'obligation également de connaître l'environnement médiatique, de connaître les règles qui régissent le fonctionnement de notre métier. Nous avons l'obligation de savoir ce que c'est que le code de la presse, quels sont les droits et les devoirs des journalistes, quelles sont les limites à ne pas franchir. Nous avons cette obligation-là. Aujourd'hui, on a parlé d'inappropriation du code de la presse. Et je dois dire, et je parle en connaissance de cause, et Amadou Kanouté ne me démentira pas, lorsque nous faisons nos sessions de validation des acquis de l'expérience, nous posons toujours des questions en ce qui concerne le droit des médias tiré des dispositions du code de la presse. Et 90% des personnes que nous interrogeons, quand on leur pose la question de savoir est-ce que vous avez lu le code de la presse, 90% vous disent que je n'ai jamais lu le code de la presse. Ça, ce n'est pas de la responsabilité de l'État, et ce n'est pas de la responsabilité des patrons de presse. C'est notre responsabilité à nous, acteurs des médias. L'autre responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. On l'a dit, bon également, je pense qu'on l'a dit. L'État a l'obligation de mettre un cadre qui permettra aux entreprises de presse de pouvoir évoluer, de pouvoir véritablement tirer profit et de pouvoir gérer les personnes qui sont dans ces entreprises de presse. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Donc, avec une fiscalité incitative, comme les gens l'ont proposé, avec des dispositions qui permettront à la presse de faire son travail. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. La presse, dans son entièreté, que ce soit la presse publique comme la presse privée, poursuit une mission de service public. Le droit à l'information, le droit à la sécurité, le droit à la santé, ce sont des dispositions constitutionnelles. Et l'État du Sénégal a l'obligation de faire en sorte que les Sénégalais puissent disposer
d'une éducation de qualité, puissent disposer d'une santé de qualité, mais puissent disposer également d'une information crédible, d'une information complète. Et cette information-là, ça nous incombe, nous journalistes, et ce qui fait que l'État a l'obligation de soutenir les entreprises de presse pour faire en sorte que ces entreprises puissent être viables et que ces entreprises-là puissent faire le rôle qui les incombe. Je vais terminer pour dire que nous avons fait des concertations. Nous avons fait un diagnostic sans complaisance. Nous avons fait des propositions. La responsabilité pour faire en sorte que nous ayons une presse libre, une presse de qualité, ça nous incombe nous tous. Et je l'ai dit, il y a 3 niveaux de responsabilité. Chacun doit jouer sa partition. Les patrons de presse, ils n'ont qu'à jouer leur partition. Nous, journalistes, nous n'avons qu'à jouer notre partition, parce que quand on parle d'intégrer de l'information, nous devons veiller à ce que l'information que nous délivrons au public soit une information complète, une information dépouillée d'un certain nombre de choses. Nous ne devons pas faire d'imputation de nature d'imputation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Nous devons veiller à ne pas divulguer de fausses informations. Nous devons veiller à respecter la vie privée des gens. Nous devons veiller également à faire le travail qui nous est demandé de manière propre, de manière responsable, pour faire en sorte que vraiment les Sénégalais puissent disposer d'informations de qualité. Ça, c'est notre responsabilité à nous. Maintenant, je vais terminer par une proposition. Nous avons lu le code de la presse et je rappelle que, je pense que le magistrat Bambagna l'a dit à l'ouverture des travaux, en rappelant un tout petit peu le contexte dans lequel le code de la presse a été voté, après un long processus d'ailleurs, parce que le code de la presse, les gens ont commencé à y réfléchir depuis 2008, et c'est en 2010 que les acteurs ont proposé une mouture au gouvernement de l'époque, et cette mouture-là est restée dans les tiroirs pendant 10 ans. Ce n'est qu'en 2017 que le code de la presse a été finalement voté. À l'époque, ce que les professionnels des médias demandaient, c'était la dépénalisation des délits de presse. Certains parlaient de dépénalisation, d'autres parlaient de déprisonnalisation. Mais au finish, on s'est retrouvé avec les délits de presse, diffamation, diffusion de fausses nouvelles qui sont maintenus dans le code pénal. Mais également dans le code de la presse, on a inséré une disposition, un titre 3, avec des dispositions administratives, des sanctions administratives et des sanctions pénales. Au moment où je vous parle, si nous demandons l'application stricte du code de la presse, nous allons nous retrouver demain avec des journalistes qui seront arrêtés, non pas pour des délits de presse avec la diffamation et les diffusions de fausses nouvelles, mais avec d'autres dispositions qui sont contenues dans le code de la presse. Heureusement, ce sont des dispositions qui n'ont jamais été appliquées jusqu'au moment où je vous parle. Mais si aujourd'hui, nous exigeons à ce que le code de la presse soit appliqué dans toute son entièreté sans expurger ces dispositions-là, demain, les autorités seront en droit de convoquer ces mêmes dispositions-là et de nous les appliquer. Pour être précis, si vous prenez le code de la presse, en ces articles 193 à 227, 35 articles, ce sont des dispositions pénales. Le simple fait pour une entreprise de presse de ne pas respecter la déclaration préalable ou bien le dépôt légal peut amener par exemple le patron de presse en prison pour une durée de 6 mois de prison. Donc moi la proposition c'est, la réflexion est entamée pour ce qui concerne la dépénalisation des délits de presse. Mais aujourd'hui, au moment où on doit réformer notre code de la presse, il faut quand même que ces dispositions-là, qu'on puisse les enlever, au moins les peines privatives de liberté, qu'on les enlève et qu'on les remplace par des peines pécuniaires, parce que ne pas respecter le dépôt légal ne doit pas quand même envoyer un directeur de prison, un directeur de rédaction en prison. Ça c'est... en tout cas c'est ma proposition, parce que encore une fois, comme je l'ai dit, si nous demandons à ce qu'on dépénalise les délits de presse, je vois mal qu'on ne respecte pas, qu'on ne donne pas aux journalistes ce qu'ils demandaient en amont et qu'on mette d'autres dispositions plus contraignantes, de telle sorte qu'on se retrouve avec, disons, 35, 36, 37, voire 38 articles uniquement qui peuvent envoyer un journaliste en prison. Donc, ça c'est une proposition que je voulais faire. Je termine en appelant quand même
à tout le monde, j'ose espérer que ces 3 jours de concertation vont servir à quelque chose. J'ose espérer également que c'est le début d'une collaboration franche et sincère entre les autorités et nous, acteurs de la presse. Parce que nous avons le même rôle. Nous poursuivons une mission de service public. Eux, ils sont ici pour la population sénégalaise, pour faire en sorte que les populations sénégalaises puissent véritablement, pour gérer les préoccupations des populations sénégalaises. Donc j'ose espérer que les concertations vont se poursuivre, que les recommandations issues de ces travaux-là vont être actées au bénéfice de la population sénégalaise, au bénéfice de la presse sénégalaise. Je vous remercie. Cher Mohamedou Seck, amis et collègues, directeur de cabinet du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, que le ministre a tenu de dépêcher avec une forte délégation, M. Silman Camara, président du conseil d'administration de Sénégal Connect Park, M. Mamadou Lamine Sen, co-directeur du FD Sud, M. Ouburaï Nossi, chef de cabinet du ministre. Permettez-moi d'abord de tenir et de dire quelques mots en wolof. Di gërëm, di sant, di jaajëfal ñi fi teew ñëpp. Sa jàngalekat warul wax nga ci teg baat waaye dañuy ñaan rek tey ngeen jéggal ñu ko, ngeen may ñu ko. Te wax dëgg yàlla sunu xel dal na ndax ndaje mi waa patronat ñëw nañ teewee ko, Mamoudou Ibra Kane avec sa délégation. waa presse en ligne ñëw nañ teewee ko, appel gis ngeen fi Lisa ak Souleymane Fall Seneweb. waa syndicat bi Moustapha Cissé ñëw nañ teewee ko, waa URAC ñëw nañ teewee ko, waa CORED ñu ngi fi, waa cadre de la presse ñu ngi fi, Saloum Kaba Diakhaté CTPAS ak photographie ñëw nañ teewee ko, doyen yi itam ñu ci bëri ñu ngi fi ak i kàngam ñi nekk ci wàllu tas xibaar. gis ngeen fi itam jàmbaari réew mi, commissaire Mamadou Diouf, capitaine Marème Mbodj, capitaine Adama Niang Sall, respectivement direction générale de la police nationale en charge de la communication et le haut commandement de la gendarmerie. gis ngeen fi itam ay biddéew ci wàllu tas xibaar yoo xam ne yàgg nañ leen suivre ci plateforme yu bëri. Asma Demba nga xam ne mooy def régulièrement li nekk équivalent aux émissions Il était une fois, nga xam ne bi may nekk xale ci Middle East Broadcast Channel MBC émission la foofu fii misli hadal yow. ñu gis fi Jey Mati Fall itam ñu ràññee ko lool ci Soleil ak itam intérêt boo xam ne am na benn catégorie boo xam ne xëy na dañ doon yaakaar ne duñu participer ak doole ci travaux yi waaye fees nañ fi del, moo di Mamadou Diagne ak i gàngooram waa convention des jeunes reporters. mënuma itam sànni kàddu te remercier wu ma partenaires techniques yi ñu accompagner, des fois ñëw rek joxe seen xam-xam ndax ndaje mi bu fekkente ni bu ñu leen woowee woon bés bi njëkk da ngeen di ñëw fekk fii loo xam ne ay naxee mbaay la, bés bi ci topp doo leen ñëw bay ñëwaat tey. te loolu ma ràññee ci sama papa sama kilifa di Ahmed Saloum Dieng, nekk adjoint commission communication Grand Magal de Touba, di jóge fii ba Diourbel di ñëw di teewee travaux yu ouverture bi ak tey. dañ lay jaajëfal di la jéggalu itam. di profité rek ci loolu di remercier itam religieux yi, Paul Correa nga xam ne il nous a beaucoup facilité les choses, président de Présence chrétienne, ainsi que l'abbé le docteur Philippe Tine, président du conseil national, il n'est pas abbé du laïcat. ak itam samay xarit waa rassemblement islamique sénégalais yi fi teew. mënuma sànni kàddu te itam remercier wu ma ahibaayi wa aqribaayi wa asdiqaayi al mustaarabin, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, shukran jazilan li xudurikum. ginnaaw loolu gis ngeen ne wax dëgg yàlla ministre bi jox nañu ndigal bi njiitu réew mi joxe instruction, waaye itam bi muy dem woo na ma tey ci fajar, daanaka moom laa jëkk waxal, insister ne daanaka sax donte wóolu nañu waaye day insister ngir cabinet bi yëpp mën ñëw déplacé wu déglu. te boobu léegi itam waa présidence ñu ñuy woo di xool ci activités yi nekk ak nan la activité bi demee. gis ngeen fi ouverture ministre conseil Ousseynou Ly, gis ngeen fi tey ci suba chef de cabinet conseil spécial Ousmane Baro,
gis ngeen fii itam malgré xat-xat yi monsieur Cheikh Sakho Djimbira te alhamdulilah am na benn surprise bu ñu leen dencal ndax am na ndigal bu jóge ci kilifa gu mag gi boo xam ne ginnaaw samay kàddu dina am benn surprise ci ginnaaw loolu. maa ngi tam ginnaaw bi ma remercier di jéggalu ndax humilité dafa laaj ñu mën di excuser wu si ñi nga xamante ni ñoom laay seen ci fond wu salle bi ñu nekk fi ñoom Laasana waa agence bi ñoom Sala Ndiaye ñoom Laysa sonal nañ leen lool la jël nañ leen ak yi waa hôtel bi parce qu'on a fait beaucoup de dérogations à des choses rigoureuses ndax on s'attendait à ce que ndaje bi xëy na lu ëpp ñetti téeméeri nit duñ ko fekkee tous les jours cumulés ouverture ak journée de travaux waaye sànq maa ngi laajte fiche de présence yi premier jour bi on était à 346 hier à plus de 230 aujourd'hui à près de 210 bu ñu cumuler nombre de présences individuelles on est à peu près un peu à moins de 900 personnes kon loolu wax dëgg yàlla dañu leen siy sant di leen gërëm di leen jéggalu waaw léegi nag di ngeen ma may ci discipline ma lire discours ministre bi nga xam ne dañ waxoon sax moom moo war a porter parole yi ndax balaa ngeen di pare seeni conclusion biñ ko rendre compte bërki démb ak démb ci guddi ba ay 23h am na ay engagement yoo xam ne ci kilifteem la nguur may ko daan na ko jël et je vais avoir l'honneur de vous les lire. Au terme de ces journées de concertation placées sous le thème de l'intégrité de l'information, de la régulation, de la gouvernance économique et du cyberespace, je tiens à exprimer au nom du gouvernement du Sénégal et au nom du ministre notre profonde gratitude à chacune et chacun d'entre vous. Vous avez tout au long de ces journées fait preuve d'un engagement remarquable, d'une expertise précieuse et d'un esprit de dialogue constructif. Je salue la qualité des échanges, la pertinence des diagnostics posés et surtout la volonté partagée de faire progresser notre secteur dans un esprit de responsabilité et de co-construction. Dès l'ouverture, le constat posé a été clair. Le secteur est en pleine mutation, il est confronté à des défis majeurs. Au-delà de la transformation numérique et de l'IA, il est confronté à l'évolution des pratiques de consommation de l'information, mais aussi à la problématique de la précarité économique des entreprises de presse. Au fil des panels et des discussions et des ateliers, vous avez su questionner, confronter des idées, mais surtout faire émerger des pistes concrètes de réforme. Je veux rappeler ici quelques engagements majeurs qui ressortent des travaux. La nécessité urgente d'adapter notre cadre juridique aux réalités numériques et à l'IA. L'exigence de bâtir une régulation souple. L'urgence de repenser la gouvernance économique. Le besoin impérieux de promouvoir une information éthique et l'importance de protéger les citoyens et les plus jeunes face à la désinformation. Ces constats, nous les avions pour beaucoup anticipés, mais ici, ils ont été formalisés, enrichis et approfondis. Je retiens également la ferme volonté d'aboutir à des résultats concrets. Ce ne sont pas seulement des idées ou des constats, mais également des recommandations précises et des propositions structurées et des engagements forts. Ces recommandations qui ont fait l'objet d'une synthèse, et nous prenons l'engagement ici, feront l'objet d'une co-construction avec un comité permanent de suivi collégial représentatif de l'ensemble des partis, sous la houlette du ministre, et seront remis au chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Chers participants, vous l'avez démontré, la politique nationale de communication que nous allons bâtir, adossée à l'éducation aux médias et à l'information, doit et peut être à la hauteur des ambitions sociales, culturelles et démocratiques que nous avons. Nous devons redonner à l'information une place centrale dans le pacte républicain et garantir à chaque citoyen un accès libre, fiable et éthique à ce bien commun. Nous avons eu à réfléchir sur plusieurs questions, Moustapha, et il y a des éléments très forts qui ont émergé de ces travaux que le ministre s'est déjà engagé à porter. Notamment, accompagner et mettre à disposition et renforcer la Commission nationale de la carte de presse et le COREP, des instances de gouvernance, qui effectivement, dans le sens que nous voulons aller de responsabilisation des médias, doivent monter en puissance en termes d'outils de veille, de monitoring, de transparence, de communication et d'effectifs. Sur la problématique économique, le diagnostic, au-delà des
ligne est claire. Si nous voulons en tant qu'État permettre aux acteurs des médias, à ces dignes travailleurs silencieux qui constituent l'armée de la fiabilité de l'information et du quatrième pouvoir, afin qu'ils puissent avoir leur premier droit à temps, leur salaire, pouvoir se soigner lorsqu'ils sont malades, ne pas être surpris de ne pas avoir de retraite à la fin, nous devons renforcer les entreprises et leur permettre d'avoir une gouvernance économique avec un socle transparent qui permette aussi à l'État, dans le cadre des échanges que nous avons eus avec le CEDEPS, de mettre sur place un cadre de revue des conventions publicitaires. Pour que demain, que nul ne puisse appeler une personne en raison des affinités qu'ils ont et de lui faire signer des conventions à hauteur de dizaines de millions et de léser les vrais ayants droit, les entreprises responsables qui investissent beaucoup et emploient beaucoup. Les deux éléments vont donc de pair, la protection sociale et financière et la gouvernance économique. Dardomine l'a posé, il y a des questions qui ne pourront pas être tranchées tout de suite. La révision du Code de la presse interpelle des questions fondamentales de réorganisation, mais aussi de poursuite dans la lancée des réformes pour une conformité absolue des médias aux dispositions légales, mais aussi pour compléter les dispositions additionnelles. Je pense à l'autorégulateur des médias en ligne, aux propositions techniques effectuées hier sur la labellisation des médias en ligne, sur l'importance d'avoir une revue globale des cahiers des charges et des conventions afin de permettre à nos éditeurs de contenu, à nos acteurs culturels, à nos acteurs religieux de pouvoir bénéficier d'un appui additionnel et d'un levier financement qui puisse appuyer les éditeurs de contenu afin que ces derniers, dans la rentabilité qu'ils pourront avoir, puissent payer ce qui doit être payé à TEDx, au télédiffuseur national, et que l'écosystème puisse bénéficier d'un équilibre financier qui puisse lui permettre de fonctionner de lui-même. La réflexion donc va se poursuivre sur les réformes des textes. La réflexion globale sur la réforme du Code des impôts et domaines, la réflexion globale sur le Code des marchés publics, mais aussi le comité de révision du Code de la presse qui nous concerne et que nous allons essayer de diligenter dans les meilleurs délais. Nous ne pouvons pas non plus nous exprimer en clôture de ces travaux sans particulièrement, en raison du nombre de foulards et de jolies chevelures présentes ici, dire que nous avons très bien entendu les préoccupations des femmes dans les médias, qui souvent très tôt, en raison de la superstructure de contraintes culturelles et sociales, sont obligées d'être un peu en retrait, ce qui déteint défavorablement sur la gouvernance et l'équilibre du genre au niveau des responsables médiatiques dans les salles de rédaction. Et qui a un impact également aujourd'hui. Lorsqu'on fait une relecture de la grille des programmes, on se rend compte que très peu de thématiques sont consacrées à cette partie très importante de notre population. L'autre pilier très important qui accompagne ce dispositif, c'est de pouvoir, malgré le fait effectivement que personnellement je ne sois pas d'accord pour enlever les éléments d'expérience de 10 ans et de 7 ans, il est aussi important de donner aux plus jeunes leur chance et de leur permettre d'expérimenter leur idée, d'avoir un incubateur pratique qui puisse permettre de voir le niveau de responsabilité qu'ils ont face à l'innovation des technologies, mais aussi aux opportunités médiatiques. Je ne peux pas parler d'opportunités médiatiques liées à l'économie sans pour autant évoquer les problématiques soulevées par l'URAC. Et bien entendu, vous le savez déjà, cher Tala, nous sommes décidés à vous accompagner pour la professionnalisation et le prolongement dans la vision de l'équité territoriale, du renforcement des radios communautaires dans un esprit d'ouverture à des opportunités économiques, financières, mais encadrées. Sur ce, et au nom du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, je réitère à nouveau les remerciements, je réitère à nouveau notre engagement à être à vos côtés, en toute transparence, à échanger autant que possible, parce que ceci n'est qu'une phase d'amorce pour nous permettre de pleinement réaliser l'ensemble des points sur lesquels il y a un consensus clair et de poursuivre les discussions sur les points sur lesquels il pourrait y avoir des désaccords. Je vous remercie de votre attention.